20. 220, c'est votre enchère, monsieur. 220 euros jet de juge. 50. 80. 300. 320 jet de juge. Nous sommes à 160 000, l'enchère est là. 3 000. 60 000 à gauche, envoyez-vous à droite. Adjuge, sans regret. Par vous, 3 000. Adjuge à monsieur, 3 000. Tout le monde croit que l'on vend des objets à l'hôtel Drouot, mais ce n'est pas vrai. 320 jet de juge. 50. 80. Car on vient avant tout y chercher de l'espoir. Tout le monde espère ici avoir le plaisir enfantin de faire une bonne affaire, d'avoir plus de chance ou plus de flair que son voisin, pour repartir avec un plus bel objet. Ce n'est donc pas un hasard si ça fait 150 ans que ça dure, que les gens attendent que Drouot ouvre pour y entrer. Ça va s'ouvrir, là la porte va s'ouvrir. Jamais avant 11h, jamais. C'est 11h, plutôt 11h05, tout le monde est là et ça rentre comme des fous. Parce qu'il y a tous les furieux, dont je fais partie aussi, qui cherchent quelque chose. On cherche tous quelque chose. Puis on espère toujours des trucs fabuleux, évidemment. On a besoin de rêves. C'est ça aussi. Il y a ça aussi. Il y a le rêve ici. Mais il y a des tragédies, il y a des drames. Quand quelqu'un fait une affaire, c'est au détriment de quelqu'un. Oui, bien sûr. Pourquoi l'hôtel Drouot fascine-t-il autant les acheteurs, les vendeurs, les flâneurs? Peut-être pour le charme de sa diversité. Car c'est un endroit unique au monde, avec 16 salles des ventes sur 3 étages, où l'on peut voir des objets à 30 € dans une salle, et au même moment, des objets à 5 millions dans une autre. Il y a ici les acheteurs, amateurs ou professionnels, et puis, il y a les curieux. Non, c'est en petite largeur. Eux deux viennent ici depuis 1957 et tous les jours depuis qu'ils sont à la retraite. C'est pas doré leur fin. Non, c'est de la bronzine. C'est de la bronzine. Mais ils ne viennent pas pour acheter, ils viennent pour l'ambiance. Et alors pourquoi le spectacle de la vente est intéressant, même si on n'enchérit pas? C'est le plaisir de voir les gens faire des bêtises. Oui. Oui, parfois ça vaut son pesant d'or. On appelle ça en termes de métier une banane. Vous avez ramassé une banane. Ça veut dire un truc qui est payé trop cher, qui est en mauvais état, qui est... Il y en a qui montent. C'est dingue. Qui sont pris comme pour le jeu finalement. C'est un jeu, Drouot, c'est un jeu. Pour comprendre les subtiles et cruelles règles de ce jeu-là, et pour saisir finalement le pouvoir d'attraction de ce lieu étrange, nous avons décidé de suivre les metteurs en scène et acteurs principaux de ce spectacle singulier, 5 000. les commissaires-priseurs. Parmi les 115 qui exercent à Drouot, nous en avons choisi 5 au profil très différent, avec par ordre d'apparition Maître Philippe Ancelin, un amoureux authentique des objets. 8800. Claude Agut et Alexandre Milon, 2 poids lourds de l'hôtel Drouot. Olivier Couteau-Bégary, lui-même étonné par la vente hors norme qu'il a organisée. Allez, 1000, vite. Et enfin, Hubert Patrick Cheval, un commissaire-priseur inqualifiable. Et laissez-lui, il y en a d'autres, j'en ai plein d'autres. Tous les 5 cherchent l'objet qui va faire monter l'adrénaline et accessoirement les prix. Donc à Drouot, toutes les histoires commencent par une chasse au trésor. Pour mener sa chasse au trésor, Maître Ancelin a sa méthode, celle du chasseur posté, quasi immobile. Il travaille à Drouot depuis 20 ans, mais à 5 mètres du bâtiment principal, dans lequel il ne se rend que rarement. On va regarder, parce que c'est le coffret magique, j'allais dire. Un peu le coffret magique. Il estime les biens que les gens lui apportent avec de l'espoir plein les yeux. Il y a un bulldozer qui est passé dessus, c'est bon. On se sent ici un peu chez le médecin, un peu chez le notaire. Celle-ci également argent. La consultation dure un quart d'heure et dans la salle d'attente, ce matin-là, il y a un monsieur avec un tableau sous un drap. Ça fait 7 ans que je l'ai à la maison et je ne me suis pas rendu compte comme quoi c'était des grands peintres, quoi. Apparemment, il y a le nom de Picasso et de Georges Braque, mais je ne sais pas si c'est une copie. Ça vaut le coup de l'expertiser, quoi. Parce que si c'est un vrai, ça vaut des centaines de milliers d'euros. Ah oui.
bien sûr. Et vous l'avez acheté 8 €? À peu près, oui. Je l'ai acheté 10 €, pas plus. En fait, j'ai jamais dépensé plus de 10 € dans un vide-grenier. Bon, quand je tombe sur un tableau qui me plaît, je peux dépenser jusqu'à 10 €, pas plus. Donc la personne suivante, s'il vous plaît. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a écrit au dos? Claude Linard. Claude Linard, signature. Avec la participation involontaire de Georges Braque et de Picasso, rien que ça. Disons que la participation est plus qu'involontaire. Hein. Donc pour moi, en vente aux enchères publiques, ça pourra très bien s'estimer entre 50 et 150 €. Entre guillemets, c'est la valeur décorative qui va l'emporter. Hein. Donc elle a juste imité, quoi. Bah, disons qu'il a réinterprété le vocabulaire esthétique de Braque et de Picasso. D'accord. Voilà ce que je peux vous dire. On va le remettre au salon, il va décorer un petit peu le salon, c'est tout. Hein. Moi, au début, je pensais que c'était un vrai. Franchement, quand j'ai vu tout ça... Il y a trop de choses, quand même. Il y a un peu trop de choses. Ouais. Voilà. Au revoir, monsieur. Merci. Bon courage. Tant pis pour Braque, tant pis pour Picasso, tant pis pour le monsieur. Et tant pis pour Philippe Ancelin. Exactement au même coin de rue, arrivent alors à Drouot 2 des plus gros commissaires-priseurs de la place qui viennent présenter leur dernier trésor. Maître Agut, 40 ans de métier, 150 ventes par an, est à Drouot comme chez lui. Il a déniché dans un appartement une sculpture passée totalement inaperçue et estimée aujourd'hui de 200 à 300 000 €. Dans la salle d'à côté, Maître Milon, 36 ans, un des plus gros vendeurs de l'hôtel Drouot également, présente un instrument scientifique de la Renaissance dont il attend plusieurs centaines de milliers d'euros. Il faudrait regarder, il paraît qu'il y en avait 2. C'est Pélage de Cognac, premier clerc de l'étude Milon depuis toujours, qui a réalisé cette trouvaille dans un 2 pièces parisien. Oui, vous allez bien? Mais pour comprendre comment ceux-là parviennent à chasser ces objets-là, rendez-vous en coulisses. Tout d'abord à Neuilly, dans l'étude de Maître Agut. Un lieu étonnant, moitié bureau studieux, moitié caverne d'Ali Baba. C'est ici qu'arrivent 1001 objets issus de 1001 successions. Les gens appellent en disant j'ai une maison à vider, j'ai des choses à vendre, et ça arrive, ça arrive. Notre difficulté, c'est il arrive des choses à 1 million d'euros, comme ça, dans un sac plastique. Ça arrive. Et il arrive également des gens qui, avec un camion, on apporte pour 2 000 €, 1 500 €. Donc la difficulté, c'est que tout ce bazar, il faut être très vigilant, parce que ce n'est pas, nous ne vendons pas des boulons et des écrous. Chaque chose est différente. Pour ne laisser passer aucune pépite, Maître Agut a sa technique. Alors là, on rentre dans la première partie, expertise. Il a installé dans son étude une armée d'experts qui tamisent tout ce que leur rapporte la pêche du jour. Ici, Louis-Maxence Palisson, c'est la haute époque principalement et bientôt les voitures. D'accord. Là, c'est tous les objets du XXe siècle. Donc ils sont l'un à côté de l'autre, mais il y a quand même quelques siècles de différence entre eux. C'est ça. XXe siècle. Là, également, venez, également le XXe siècle. Ah, il enlève ses lunettes pour que ça soit plus... Plus 20e siècle. Bah oui, plus XXe siècle. Le XXe siècle, Sophie Perrine. Ici, au téléphone, tout le monde téléphone, mais il ne faut pas croire qu'ils travaillent. Ils préparent leur soirée, là. D'accord. Alors, ça, c'est le 18e siècle. Oui, on arrive peu à peu à brasser à avoir tous les secteurs. Pourtant, attention, tac. Malgré cette organisation a priori implacable, cette sculpture, aujourd'hui estimée plus de 200 000 €, a bien failli passer entre les filets de Maître Agut. Et ce jour-là pourtant, c'est lui qui était à la manœuvre. J'étais allé un matin un peu tôt, dans un endroit difficile de se garer, dans le centre de Paris, en milieu de semaine, déjà un peu fatigué, et un appartement très très encombré, grand désordre, petit appartement dans un joli quartier, mais dans un immeuble assez simple, pas très excitant. Et quand on a rouvert l'appartement, il y avait des cartons, dur d'accéder, dur de circuler. Et puis, dans un fond de pièce, il y avait un secrétaire, et sur le secrétaire, une sculpture. Et la sculpture est restée là en attendant. C'est une tête qui est super, mais c'est tellement beau, on a pensé que c'était une copie. Et puis,
On a fait une étude de l'ancienneté par la pierre et aujourd'hui, on peut dater la sculpture des années 1450, 16e siècle, fin du 15e, quelque chose de formidable. Et ça, c'est ce que je vais annoncer à mon client propriétaire qui, lui, a certainement oublié cette sculpture. Puisqu'il s'agit non pas d'une copie, mais d'un original, la sculpture ne vaut pas 1000, mais plutôt 300 000 euros. Le propriétaire, c'est cet homme, le père Bernard, prêtre à l'abbaye d'Ourscan et unique héritier par sa tante de tous les objets qu'il y avait dans cet appartement encombré. C'est lui que reçoit Maître Agut aujourd'hui pour lui annoncer la bonne nouvelle. Je ne suis pas de problème. Et à ce moment-là de l'histoire, le père Bernard ne sait pas qu'il est propriétaire d'un trésor qui a pourtant toujours été proche de lui. Il sait juste que Claude Agut l'a appelé pour venir le voir. Bon, normalement, je n'avais pas besoin de vous voir. Et si je vous ai demandé de venir, c'est que j'ai fait un inventaire un petit peu de tout. Je pense qu'on a trouvé un objet formidable. Bon. Oui. Un objet formidable. Alors, je vais vous le montrer. Mettez vos lunettes. Vous souvenez-vous de ce qui est derrière vous? Pas le... Ah oui, la D'abord. tête, ah oui, très bien. Vous en souvenez Elle était dans le bureau de mon oncle, oui, tout à fait. Alors, Sur une bibliothèque, le devant d'une bibliothèque. alors, on a retrouvé tout l'historique. Donc, si vous voulez, je voulais vous voir d'abord pour vous dire que ce que je vous avais dit au départ, ben, c'était... c'est mieux que c'était au départ. Elle est authentique. Ah là Voilà là. la description. Suiveur de Verrocchio, on la date 1480, Voilà. 1520. Aïe, aïe. Ah bon, alors ça, je ne m'attendais pas à ça. Et on l'estime quand même 200 000, Ah oui. 250 000. Ah oui, ça c'était une bonne nouvelle parce que vous ça m'aviez dit Rien. 500 euros. je 1000 crois. euros, voilà, oui, enfin, c'est ça. Voilà. Ah On oui, l'estime 200 000. Ah oui, c'est pas tout à fait la même chose. Quand je vais annoncer ça à la communauté, ils vont, vont être contents. ils vont se frotter les mains. Voilà. Ils vont être très contents. Ah oui, oui. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Je passe devant vous, voilà, je vais vous suivre. Venez. Je vous suis. Voilà comment les événements se sont déroulés du début de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, du côté de Maître Agut. Du côté de l'étude Milon, voici comment tout a commencé. C'était un jour où Pélage de Cognac a une fois de plus poussé la porte d'un 2 pièces parisien. Quand je suis arrivé, j'ai regardé les meubles, donc j'ai vu cette petite commode 19e, j'ai vu cette belle glace 18e rocaille avec les feuilles de chêne et les glands de chêne qui sont là. Et l'essentiel était ailleurs, en fait. Hein, et l'essentiel était plutôt dans cette pièce-là, où j'ai estimé la belle commode Louis XVI qui est là, d'époque, ces fauteuils gondoles en acajou avec ses bras crosses et ses pieds jarrets. Et après avoir fini tout le reste de ces fauteuils et de ces chaises restauration, nous sommes venus, nous avons regardé dans cette bibliothèque. Et puis alors là, j'arrive et puis qu'est-ce que je vois? Je vois des petits beaux joueurs. Ah! Et voilà, ça me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, puis alors, je vois Hans Christopher Schissler, année 1625. J'ai dit, alors là, ça, c'est le jackpot. Vraiment. Et je vais l'envoyer à l'expert. Ainsi, l'expert Bruno Petitcolo vint se pencher sur ce condensé de connaissances scientifiques et le décréta aussitôt formidable. Parce que donc il y a plusieurs intéressants instruments, un octurlable avec le calendrier lunaire et un astrolabe géographique et théoriquement en dessous un calendrier astronomique et ici un très beau petit cadran solaire équinoxial. Donc c'est une merveille. Combien ça vaut cette chose? Combien ça vaut? Ouais. En quelle monnaie? La nôtre. Impossible à dire. Et absolument impossible à dire. Vous savez, c'est le prix d'un trésor, le prix d'un objet unique. J'espère qu'il va faire entre 500 000 euros et 800 000 euros. Le compendium se vendra-t-il 500 000 euros, 800 000 euros ou davantage? Nous le saurons très bientôt. Mais pour exister, à Drouot, un objet a besoin d'être remarqué parmi les 550 000 autres objets vendus chaque saison. Alors évidemment, chaque commissaire-priseur expose sa trouvaille aussi fièrement que l'on montre un nouveau-né.
D'autant que les commissaires-priseurs touchent en moyenne une commission de 35% sur le prix de vente. Mais si trouver un objet c'est bien, trouver une idée, c'est encore mieux. Et justement, un commissaire-priseur met aux enchères ce qu'il appelle l'univers de Claude François. Alors même que l'univers de Maître Couto-Bégari est assez éloigné de celui du chanteur d'Alexandrie Alexandra. Lui qui est spécialisé dans le mobilier ancien et les flacons à parfum. Le métier de commissaire-priseur a donc cet avantage qu'il réserve parfois des surprises. Jamais je n'aurais pensé organiser un rentre sur Claude François, jamais. Je me téléphonais à ma mère et puis donc il y a quelques mois, je disais, elle me dit qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis ben vous n'imaginez pas, je suis dans les 45 tours de Claude François. Elle me dit ah bon, qu'est-ce que tu fais? Je dis mais non, genre, elle n'en revenait pas. Pour réussir son coup et monter cette vente, Maître Couto-Bégari au marteau s'est entouré de 2 personnes. Un expert, venu de l'extérieur, Fabien Lecoeuvre, incontournable spécialiste des années 70, homme qui a pris goût à parler sérieusement des chanteurs de variété. Et puis, une personne de l'étude, Christophe Fumeux, qui a réuni les pièces de la vente. Moi je tape. Voilà. Lui il expertise. Et moi je cherche. Et lui il organise, il trouve. Voilà. Voilà. C'est un peu ça. Le trio ainsi constitué a mis la main sur une myriade d'objets. La dernière montre de Claude François, une de ses mèches de cheveux, et évidemment, des costumes de scène. Voilà par exemple une pièce de collection. La veste est bien évidemment signée du grand couturier. Avec le Vous CF. avez bien évidemment à la manche les initiales du chanteur. C'est un costume qui a compté parce qu'avec ce costume, il a fait énormément de télévision pour promotionner sa chanson qui était Avec la tête, avec le cœur, entre autres. Ça, c'est la chemise typique de Clo-Clo. Est-ce que vous, par curiosité, vous l'avez essayé cette chemise? Est-ce que vous l'avez portée même Non, sans c'est dire c'est impossible, c'est impossible. Vous avez vu là, je suis pas large d'épaule, mais il faisait du 45-46. Oui, puis enfin, je sais pas si le jeu consiste Et à puis, essayer bon, les vêtements. Non, mais ça peut être tentant. Non, vous savez, je vais vous dire... non, mais l'avez écoutez, jamais fait, moi, ça m'arrive... Non, mais attendez, non, mais jamais ça nous viendra à l'idée. Alors, le principe de Claude François, c'est lui qui avait créé cette fameuse chemise body. C'est-à-dire que la patte passait dans l'entrejambe, c'est-à-dire sous le slip, en fait, du chanteur, et se reboutonnait devant. Pourquoi? Parce que ça permettait, en tout cas, que lorsqu'il levait les bras en l'air, dans ses chorégraphies, et dans ces spectacles, que la chemise ne sorte du pantalon. Ce qui donnait une inélégance au bout de 3 chansons dans un spectacle. Et donc ça vaut combien ça? Aux alentours de 2000 €. De 2000 €. Ouais, 1500, 2000, ouais. Et pourquoi tout ce vin à ce qui a trait à Claude François là? Parce que vous avez un fétichisme, vous avez une idole, vous avez quelqu'un qui a été aimé, qui a été adulé. Et à partir de ce moment-là, vous avez une demande, vous avez des passionnés. Et ces passionnés, mais tout se vendra. Quand vous avez... Enfin, moi, je me souvenais petit, quand on parlait des Beatles, ils avaient dormi dans tel hôtel, l'hôtelier coupait les draps pour revendre. Et vous vous dites, à partir de ce moment-là, tout est possible. Ouais. Tout est possible. On se demandait bien quand même qui pourrait être intéressé par une chemise en satin à 2000 €. Fut-elle chemise body? Fut-elle portée par Claude François? Alors, les mesurations de Claude, il mesure 1,71 m avec les bottines à talonnettes à 1,74 m, 56 kg, 36 à 38 de tour de taille. Alors, il y a une petite chose aussi, messieurs, dames, cette tenue-là, il l'a portée à l'époque pour les émissions de Guy Lux, Ring Parade, et pour une très jolie chanson, Laisse une chance à notre amour. Il a eu 45 Claudettes en 11 ans, dont Madeleine, la femme de Jacques Brel, qui fut sa capitaine. Une visite au moulin de Danemois, la demeure du chanteur transformée en musée, suffit pour comprendre que Claude François a toujours ses admirateurs. Mais surtout, on identifie ici la cible numéro 1 de Maître Couto-Bégari. Le propriétaire du musée, Julien Lescure, qui a prévu d'acheter une bonne vingtaine de lots parmi les plus onéreux. Sauf qu'il n'est pas du tout un habitué des ventes aux enchères. Alors, il y a ces fameuses poignées de porte qui nous intéressent parce qu'elles faisaient partie intégrante du moulin. Elles équipaient toutes les baies vitrées de la maison où on est actuellement. Ouais. Et il y a un autre objet qui nous intéresse, c'est ce fauteuil d'inspiration anglaise qui était au moulin. Ça va être facile d'être raisonnable? Après, il y a certaines personnes qui me disent attention, il ne faut pas se laisser griser. Il y a ce fameux... On peut être grisé par les ventes, se dire on est venu chercher quelque chose, on ne peut pas repartir sans cet objet. Même si on s'est fixé un budget, il paraît qu'il est des fois largement dépassé.
Mais je pense quand même qu'il faut tenir quand même sa ligne de conduite. Il faut être raisonnable. Dans une vente, il y a les gros clients et aussi les petits. Mais chacun sait que ce n'est pas à la taille des moyens que l'on mesure la grandeur d'une passion. Sébastien Fauvin n'a qu'une idole et c'est Claude François. Chez lui, tout est consacré au chanteur. Comme tout fan qui se respecte, il a tous les disques, toutes les affiches et une pièce consacrée à sa passion avec un Claude François en carton. Mais le clou de sa collection se trouve dans cette petite boîte noire. Alors ça, c'est quoi, dites-moi? Alors ça, c'est des notes de service qu'il écrivait donc à ses bureaux au boulevard Exelmans, 622, voilà, 25 octobre 73. Il faut que je fasse des cadeaux aux gens. Jacqueline, maximum 400-500 francs. Voilà, Sylvie, 300 francs. Ça fait trop de parler en francs. Vous, ça vous plaît d'avoir ces... Oui, parce qu'il les a touchées quand même, là. Il les a écrites de sa main. Voilà, donc il y en a d'autres où il dit que s'il n'y a pas tel costume, machin, il ne fait pas l'émission, quoi. Bien sûr, Sébastien a commandé le catalogue. Bien sûr, dans 8 jours, il ira à Drouot. Et pour la première fois, lui aussi. Mais aujourd'hui, c'est le jour où Maître Agut expose sa tête. La tête du père Bernard, la tête qui manifestement intéresse tout le monde. La sculpture est offerte au regard des spécialistes les plus pointus, à celui des amateurs. Le public de Drouot livre donc son premier verdict. Je trouve ça, je sais pas, non, je trouve ça un peu dur, un peu, on ne sait pas si c'est un casque ou des cheveux, ou des... Non, ça m'inspire pas du tout. Par contre, je trouve le socle très sympa. Le socle en couleur rouge, je trouve très sympa. Moi, je cirerais la tête et je mettrais ça sur une étagère, un truc, je trouve ça très joli, ce vieux rouge, là, je ne sais pas si c'est du tissu ou de la peinture, je trouve ça très joli. Ça ne vous plaît pas du tout alors, Non. cette chose? Non. Les gens aiment bien ce qui brille. Hein. Ça, c'est trop clinquant, ça. Enfin, ça plaît. Ça plaît. Les gens savent pas faire la différence. Ça, c'est pas mal. Les visiteurs de Drouot sont exigeants. Oh, chasseur. Mais c'est ce qui fait le prix de leur jugement. Belle chasse à court. Ça aussi, c'est bon. C'est curieux, oui, c'est des altères cuirs. Super. Pas mal du tout. Vous trouvez pas, ça ressemble à une chanteuse actuelle, Mireille Mathieu. Oui, c'est la coiffure, oui. On va me prendre pour un iconoclaste. C'est splendide. La coiffure est pas mal. Oui, c'est de la terre cuite. Ça va sonner, là. Magnifique. Puis, vous avez vu, c'était une époque où on faisait des velours fanés. Hein. Bon. Ça, c'est vraiment beau. Ça, c'est vraiment splendide. Les avis des visiteurs sont donc divisés. Au fond de la salle, un expert est là pour répondre à chacun. Pour rassurer les acheteurs que le prix de 2 à 300 000 euros n'est pas usurpé, il détaille comment il fait pour affirmer que la tête est bien du XVIe siècle. Le test qui a été fait a permis de dater cette tête entre 1512 et 1515. Donc, ce qui correspond totalement au style de cette sculpture. Donc, il y a un vrai recoupement, si vous voulez, entre la datation et l'œuvre. À partir de là, il a fallu travailler sur le personnage représenté. Donc, on a trouvé un bronze qui a été fait par Riccio, qui est dans les collections Correr à Venise, et il est daté entre 1490 et 1499. Donc, tout ça, si vous voulez, sont vraiment des faisceaux d'indices, si vous voulez, qui permettent d'approcher l'œuvre, d'aller au plus proche de la vérité. Voilà. Ce qui n'est pas la vérité. Pardon? Ce qui n'est pas la vérité. Pourquoi? Parce que quand on est proche de la vérité, on n'est pas à la vérité. On est proche de la vérité. En tout cas, on se rapproche sérieusement. Le jeu des enchères est un jeu où le risque zéro n'existe pas. C'est donc un jeu excitant. Surtout quand on est comme Maître Agut, qui à 2 jours de la vente, voit passer en son étude les acheteurs les plus sérieux, mais qui ne laissent rien transparaître de leurs intentions. Alors les retours que vous avez eus, c'est qui? Ah ben c'est des gens, c'est des musées, des collectionneurs. Alors des gens, vous savez, c'est simple. Hein,
Vous voulez que je vous montre comment ils font? Je veux bien. Hein, alors voilà, les gens rentrent comme ça, et puis ils rentrent comme ça, ils la regardent comme ça, et puis ils se mettent comme ça. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Après, grosse décision. Voilà. Et c'est reparti pour un quart d'heure. Le tout dure une demi-heure, 40 minutes. Ils disent rien. Et puis après, ils se lèvent. Merci beaucoup, maître. Au revoir. On vous tient au courant. Voilà, paf. Donc, c'est normal. Ce qu'on appelle des observateurs, là. Ouais. On sait pas, il n'y a pas un muscle qui bouge. Alors, la porte est automatique. Voilà. Alors, ou vous faites le tour, ou vous prenez l'allée centrale. Ah, d'accord, oui, mais en voiture. Ah bon. Bonjour, ma sœur. À Coirève, la veille de la vente, un religieux dont la tête a été mise à prix de 2 à 300 000 euros. Et qui peut-être va valoir beaucoup plus. Fait-il des projets de vacances au soleil? Veut-il s'acheter une papamobile rouge? Ou se faire construire une piscine géante dans les jardins de l'abbaye? Le père Bernard a son idée et il nous emmène vers la grande chapelle pour nous l'expliquer. Alors, vous voyez, il y a des effondrements dans le sol. Ah oui. Donc ça crée des désordres. Bon, ils ne bougent pas plus que ça, mais enfin c'est quand même ennuyeux. Alors vous voyez, les carreaux avaient des dessins. Vous voyez, avec... donc ça ressemble à des croix, mais en fin de compte, avec 4 carreaux, vous avez des cercles. Ah oui. Et des carrés, un carré, et puis un cercle, et puis ça forme une croix. Donc ces carreaux, l'architecte a fait venir des spécialistes, donc c'est des carreaux, ils sont du XIIIe siècle. Et le but, c'est de refaire le sol à l'identique. Ça a coûté une fortune, non? Ben voilà, ça coûte assez cher. Vous comprenez pourquoi la statue, ce buste est bienvenu. Étrangement, la nature est ainsi faite. Dès qu'on a des rentrées d'argent, on a des idées de dépenses. Et le père Bernard n'échappe pas à cette règle bien humaine. Il estime que les piliers de la chapelle penchent dangereusement. Regardez. Vous voyez? Regardez comment on les voit pencher. Hein? Ils sont un peu comme la tour de Pise. Ils s'écartent, hein? Ça se voit. Hein? Combien vous espérez de cette vente? Bah, vous savez, Maître Agut l'estime entre 200 et 300 000 euros. Ben, ça, c'est vraiment la loterie. Hein. Si ça montait au maximum, ce serait très bien. Hein. Après tout, pourquoi pas? On peut toujours rêver. Reste 24 heures avant de connaître le dénouement de cette histoire. Une nuit passe et le jour de la vente arrive. Maître Agut, à quelques minutes du premier coup de marteau, se concentre. À 30 mètres à peine du bâtiment de Drouot, une autre vente exceptionnelle se prépare. Maître Alexandre Milon met en vente aujourd'hui son objet extraordinaire, le fameux compendium astronomique datant de la Renaissance. Autour de l'objet, on retrouve le fidèle Pélage de Cognac, l'homme qui a découvert la chose, et l'expert Bruno Petitcolo, veillant sur son trésor dont le prix de départ a été fixé à 90 000 euros, mais dont tout le monde ici espère bien davantage. Je crois que tout le monde serait déçu si ça ne faisait pas 300 000 euros. Je pense qu'on serait extrêmement déçu si ça faisait que l'estimation, plus que déçu. Ça peut aussi ne pas se vendre et à ce moment-là, je m'en irai voir l'expert pour lui demander pourquoi. Et puis si ça veut rire, ça peut aller bien plus haut. Mais, comme c'est souvent le cas avec des objets rares, des rumeurs ont couru sur l'âge véridique du compendium, et donc sur sa valeur. Des attaques que l'expert réfute avec le sourire. C'est tout à fait normal. On ne dénigre pas un objet à 100 euros, 200 euros, mais c'est bon signe qu'un objet comme ça soit dénigré. Or, bien entendu, il est 1625, c'est de bonne guerre.
de faire naître le doute, éventuellement de déstabiliser le commissaire-priseur, de faire courir une rumeur qui est beaucoup plus difficile ensuite à détruire qu'à faire naître, vous le savez. Donc c'est un travail un peu de sape longtemps à l'avance alors que personne n'avait vu l'objet. C'était sur photo. C'était pour acheter moins cher, en fait. Bien sûr. Mais c'est normal. C'est normal, c'est classique. C'est forcément ça, le jeu d'une enchère, avec les acheteurs d'un côté et les vendeurs de l'autre. Chacun jouant sa partie de bluff, chacun voulant gagner son match, chacun s'y préparant à sa façon. Quelques minutes avant la vente, on est quand même en entracte, ça c'est clair. Et là j'ai la trouille parce que je ne sais pas les réactions. Je suis toujours un peu crispé en me disant il ne faut pas louper une enchère. Il ne faut pas que je ne vois pas quelqu'un qui se trouve au fond à gauche. Donc il y a un côté comme œil de lynx qu'il faut être concentré. Et vous verrez tout à l'heure quand je vendrai, je serai cool, j'aurai le sourire, ça c'est une façade. Je suis très concentré. Parce que pour chaque lot, je regarde à qui il appartient, ce qu'on a donné comme description, quelle est l'estimation, ça c'est ce que j'ai sur ma table, et ensuite il y a la salle. Et la salle, il y a des gens qui font, d'autres qui font. Donc c'est la première enchère est la plus difficile. Une fois quelqu'un, je l'ai repéré, et qu'après il fait ça, je vais le voir. Donc, et il me fait ça, je repère. Mais la première enchère peut être faite par quelqu'un qui est discret, qui est timide, qui n'ose pas. Ça, j'ai la trouille. Bien, mesdames et messieurs, je me redresse. Nous allons commencer la vente. Redébutons les hostilités. Cet après-midi-là, on va vendre 300 lots chez Milon, comme chez Agut. 3000 par Séverine. Nous sommes à 3100. Les 200, acheteurs sont dans la salle, 3300. d'autres enchérissent au téléphone ou par Internet. Pas de regret, Alix, non 3006. Adjugé, 3006. Dans une salle comme dans l'autre, les objets passent, les coups de marteau s'abattent, et chacun des deux commissaires-priseurs fait ce qu'il peut pour ne pas montrer qu'il ne pense qu'à une seule chose. 900, non, c'est pris à 900, je suis désolé. Au compendium pour l'un, 3600, c'est là. à la tête renaissance Voilà, pour une l'autre. seconde encore. Non. J'adjuge à 3600. Les deux objets seront adjugés dans quelques minutes. Le temps, sans doute, pour le père Bernard, d'arriver à temps à Drouot pour enfin savoir combien vaut sa tête. Alors je voulais juste savoir dans quel état d'esprit vous êtes, puisque la vente a lieu dans quelques minutes. Oh, bah, tout à fait paisible, vous savez. C'est un peu une aventure, parce que j'ai jamais assisté comme ça à une vente, mais non, je pars confiant, bien, détendu. Est-ce que vous avez fait une petite prière? Ah ouais, non, pour l'instant, non, je vais prier dans la salle. 9. 3800. 3800, 4000, 4000. À 13 000 euros, c'est toujours dans la salle. 500 sur le net. Alors, 7, 6. 2002, monsieur. 2005. Merci, monsieur. 2008. 2008, l'enchère ici. Dans la salle de Maître Agut comme dans la salle de Maître Milon, il va se passer un événement imprévu. Un événement extraordinaire qui nous oblige à raconter ces deux histoires séparément. Commençons par l'histoire de la tête. 4 minutes avant que la sculpture soit vendue, une place se libère à côté du prêtre. Un homme s'assied et très vite engage la conversation. Et le père Bernard se confie un peu. En fait, c'est un héritage. Je l'ai toujours connu chez mon oncle. Au début, on a pensé qu'il s'agissait d'une discussion normale entre deux voisins, même s'ils parlaient beaucoup de l'histoire de la tête. Puis, Maître Agut mit un terme à nos interrogations, car vint le tour du lot numéro 93. Le numéro 93, donc, nous démarrons à 100 000 euros. Nous démarrons à 100 000, suivons à 100 000, 105 000. 105 000, 110 000 par Séverine. 115 000, 120 000. Nous sommes à 120 000 à ma droite. 120 000, 125 000, 130 000. Nous sommes à 130 000, l'enchère est là. Est-ce que quelqu'un couvre l'enchère de 130 000
à 130 000, 135 000, 140 000, 150 000, 160 000. 160, c'est là. Nous sommes à 160 000, l'enchère est là. 160 000, plus Séverine. Est-ce que quelqu'un couvre l'enchère de 160 000 ? À 160 000 euros, le prêtre soudain s'agite, 160, car son voisin lève la main et propose 170 000. 65. 165 si vous voulez. Oui ou pas ? 170. On ne l'enverrait pas demain, monsieur. À mon avis. 170 000. En voulez-vous ? Réfléchissez bien. 170 000. Monsieur ? 175. 175 000. Vous avez raison. Excusez-moi, je fais mon travail. 175 000. À 175 000, j'adjuge. Pas de regret, personne, j'adjuge. Adjugé à vous, monsieur, 175 000. Je suis très heureux que ça aille chez vous. Vous représentez un musée? Non, non. Ah non. Est-ce le ciel ou la magie de Drouot qui a mis sur le chemin du prêtre ce voisin à la prodigalité bienvenue? Toujours est-il que 175 000 euros, c'est peut-être moins que l'estimation de départ, qui était de 2 à 300 000, mais c'est tout de même une somme. Surtout quand on ne s'attendait à rien au départ. Bah, bon, alors bien. écoutez, si ça vous va, ça me va. Moi, j'aurais été très content à 200, mais c'est mieux qu'à 10 000, c'est mieux qu'à 15, c'est mieux qu'à 20. Ah oui, c'est très bien. Et là, c'est quelqu'un qu'on connaît. Donc c'est amusant parce qu'il est assis à côté de vous. Oui, il m'a demandé si je connaissais, pourquoi je venais là. Eh ben, je lui ai dit, vous voyez, il y a une tête, voilà, c'est de la congrégation qu'on a hérité. Bon, très écoutez, bien, maître. merci de votre confiance. Ah bah oui. Je vous laisse aller. Oui. Merci beaucoup. Alors que le père Bernard retourne vers son abbaye d'Ourscan avec des rêves de tomates plein la tête, il ignore qu'une certaine forme de magie s'est opérée à son insu. Que s'il n'était pas venu en robe de bure et s'il n'avait pas discuté avec l'acheteur 4 minutes avant la vente, l'acheteur n'aurait pas acheté. Tant un acheteur a toujours besoin d'être rassuré. C'est ce que nous révèle cet acheteur de tête qui ne veut pas montrer la sienne quand il vient chez Maître Agut 2 jours après la vente chercher sa sculpture. Je suis un scientifique, je suis quelqu'un de très rationnel, mais je suis aussi un homme de foi. Je suis un chrétien convaincu, j'ai vécu une vraie conversion. J'étais un athée pendant 40 ans et j'ai vécu une conversion il y a 10 ans. Et je crois que parfois, il y a des signes providentiels. Et alors ça vous fait peut-être sourire, mais moi je le crois. Ouais. Et donc je suis rentré dans cette salle, je me suis assis, je suis arrivé longtemps à l'avance, une vingtaine ou une trentaine de lots avant. J'étais au 2e rang et à un moment j'ai vu qu'un moine entrait dans la salle. Ça m'a un peu intrigué parce qu'il me semblait bien que je reconnaissais son habit qui ressemblait étrangement à un habit de moine d'une abbaye où j'avais été passer une retraite l'année dernière. Voilà. Alors donc je me suis assis à côté de ce moine et ce qui était déterminant c'est la conversation parce que quand vous avez en face de vous la personne qui vend l'objet et qu'elle vous dit « moi cet objet était dans ma famille depuis des décennies, etc. », ça montrait en tout cas que cet objet avait une histoire, il ne sortait pas d'un atelier de faussaire. Bon, ça c'est le côté rationnel. Et puis le côté, je dirais, irrationnel, parce que c'est de me dire mais c'est quand même incroyable que je me retrouve assis à côté d'une vendeur. Et moi je pense qu'il s'est passé quelque chose de spirituel dans cette histoire. Cela peut peut-être paraître étrange d'en appeler au ciel pour justifier un achat bien réel, sauf qu'acheter aux enchères est finalement toujours une affaire de croyance. D'ailleurs, l'acheteur nous fait cette ultime confession, son achat est aussi un pari. Car si la tête est authentique, elle vaut beaucoup plus, et si elle ne l'est pas, elle vaut 100 fois moins. Ce que j'ai appris dans le monde de l'art, c'est que ce n'est pas la science qui détermine l'authenticité d'un objet. C'est un faisceau d'éléments. Donc évidemment, j'ai un doute, j'ai un questionnement. Mais si personne n'avait eu de doute sur cet objet, il aurait fait 5-10 fois plus. Bon, et donc de toute façon, ce n'était pas quelque chose que j'aurais pu me permettre dans ce cas-là. On serait tenté de conclure que lever la main à Drouot est un jeu excitant parce que dangereux. Mais Drouot nous apprend qu'il ne faut jamais conclure trop hâtivement. D'autant que la seconde vente, où il s'est aussi passé quelque chose d'extraordinaire,
commence. C'est la vente organisée par Maître Milon, celle du Compendium, fabuleux condensé de connaissances scientifiques de la Renaissance qui, on s'en souvient, a suscité chez chacun des espoirs sonnants, trébuchants et pour tout dire importants. Et je crois que tout le monde serait déçu si ça faisait pas 300 000 euros. Et puis si ça veut rire, ça peut aller bien plus haut. J'espère qu'il va faire entre 500 000 euros et 800 000 euros. C'est le prix d'un trésor. Quand à 16h13, on passe au lot numéro 176, au Compendium, tout va encore très bien. Tous les espoirs sont encore permis. Les collaborateurs sont prêts, au téléphone, à recevoir des enchères d'acheteurs qui n'ont pas pu venir à la vente. L'expert Bruno Petitcolo monte en tribune, le commissaire-priseur plaisante. Monsieur Petitcolo, bonjour. Vous avez des choses à nous dire au sujet de ce Compendium astronomique. Ne vous privez pas. À 16h15, la vente débute réellement. Les enchères commencent à 90 000 euros, mais vont s'achever beaucoup plus vite que prévu. À 90 000 euros, qui suit cette enchère? Pour l'instant au téléphone, non. 90 000. À 90 000 euros, on laisse ici, là-bas aussi. À 90 000 euros, vos enchères une fois. À 90 000 euros, 90 000. ici on est en fond de salle et pas du tout. À 90 000 euros. 0 enchère au téléphone, 0 enchère dans la salle. À 90 000 euros, une fois. À 90 000 euros, deux fois. 90 000 euros, on écoute encore. À 90, non. À 90 000 euros, l'enchère qui va rester de notre côté. Mais au 177, on trouve, s'il vous plaît. Même si l'on passe à l'objet suivant, c'est l'échec, l'abattement et la perplexité pour le commissaire-priseur. Maître Milon a été rugbyman et est toujours handballeur. Et en bon sportif, à 16h20, au moment où il descend de la tribune 5 minutes après la non-vente du Compendium, il cherche à saisir les raisons de ce revers. Je pense pas que je puisse trouver un homme sur Terre plus déçu que moi. C'est vrai? Ouais. Voilà. Mais parce que je cherche des réponses et que je me les posais avant la vente et que je m'en pose encore plus après. Quelque chose a été mal fait. Quelque chose a raté. Est-ce que c'est l'authentification de l'objet tel qu'il est? Est-ce que c'est le marché qui l'a mal perçu? Est-ce que c'est le marché? Est-ce que c'est la rumeur qui l'a emporté sur l'objet? On nous offre de le racheter déjà immédiatement. Ça fait même pas 5 minutes que l'objet a été vendu. À combien? Beaucoup moins. Et ça, je le refuse. Donc je vais pas me précipiter sur la première offre qui vient. Je veux comprendre. Est-ce que le marché n'a pas cru au Compendium? Ou est-ce que les quelques acheteurs potentiels se sont entendus pour ne pas se livrer bataille? Maître Milon reçoit en tout cas une proposition d'achat à 60 000 euros par SMS, qu'il refuse pour l'instant. Si vous êtes d'accord, on le fera pas. Parce que non, les gagnes petits comme ça, ça m'intéresse pas. Et au moment où Maître Milon et son expert refont le match au café, d'autres matchs se préparent. À quelques mètres en face d'eux, Maître Philippe Ancelin continue de recevoir des particuliers. Donc la personne suivante, s'il vous plaît. Il cherche toujours les objets qui lui permettraient d'organiser une vente en face à Drouot et donc de traverser la rue. Enfin. Chez Maître Couteau-Bégari, on met la dernière main à l'organisation de la vente dédiée à Claude François. Le nombre de paillettes, etc. Et enfin, il y a Maître Hubert Patrick Cheval, que nous n'avons pas encore vu à l'œuvre et qui, sous ses faux airs de notable renfrogné, est en fait une personne à la jovialité communicative. Grâce à lui, nous allons comprendre que tout ça n'a aucune importance et qu'en même temps, ça en a beaucoup. Maître Cheval adore les tableaux, mais, originaire de Franche-Comté, proche de la Suisse, il aime aussi passionnément les horloges. Il a trouvé un compromis. Il a trouvé des tableaux horloges. Voilà, ce qu'on appelle un tableau horloge ici. Ah bon, c'est très lourd. C'est les tableaux qui sonnent. Oui. Il y a une boîte à musique à l'intérieur. Ils font plusieurs choses. Et surtout, il nous arrive très souvent qu'ils soient en très mauvais état. Ça part au grenier, les enfants s'amusent avec. En général, on a les tableaux percés, les mouvements derrière qui sortent dans tous les sens. Ouais. Là, c'est quand même pas mal. Est-ce que pour vous, c'est plus drôle de vendre des objets étonnants? Oui. Ouais? Ah oui. C'est ça qui vous plaît? Oui. C'est vrai? Ah oui. Bon, ben voilà, Charlotte. Même s'il confie de plus en plus souvent à sa jeune associée le plaisir de tenir le marteau. Maître Cheval se garde des petits plaisirs qui se jouent loin de son étude, loin du bâtiment principal de Drouot. Laisse-moi passer, là. Là où ce n'est pas l'objet qui fait la vente, mais le commissaire-priseur.
car Maître Cheval n'aime rien tant que la difficulté. 800, 900. Et quoi de plus difficile que de vendre des véhicules de la Poste qui sont tous désespérément identiques. Et pour changer, nous allons vendre une Kangoo jaune. Un des modèles phares de chez Kangoo, la Kangoo jaune. 300, 1400, 1500. Pour séduire un public réticent et qui pense à son argent, il fait à peu près tout ce qu'il est possible de faire pour détendre l'atmosphère. Tout le monde en veut. 44 000 km, autant dire rien. Humour, 7300. mauvaise foi, tout y passe. Bon, allez, en tract, on va vendre des mobylettes. Et ça marche. Tiens, voilà, elle marche, ça y est, elle marche. Elle marche bien, elle marche très bien. Oh là là. Ah ouais. Ah ouais. 18 secondes, allez-y, on démarre à 100 €. Regarde. 120, 130, 140, allez. On est à 140. 150. 180. J'adjuge. 190. Vous allez la laisser partir. Celui-là, au moins, il marche, on est sûr. Allez, 210 à monsieur. La suivante. Pendant ce temps-là, au sous-sol du bâtiment principal de Drouot, arrive un étrange fauteuil marron capitonné, accompagné des autres pièces de la vente des effets de Claude François. Et personne ne sait alors s'ils trouveront preneur. Ça vous dirait, vous? Comment? Ça vous dirait d'acheter ça? Non, pas du tout. J'étais un fan de Claude François, mais c'est pas mon... Les chansons, c'est tout. Quoi. Les vêtements, non, c'est plus de notre époque, ça. Dans la salle 16, on n'a qu'une soirée pour tout mettre en place. Comme dans une vitrine éphémère, il faut que chaque chose soit mise en valeur. Les costumes, les affiches, les mèches de cheveux et le reste. Mais à mon avis, agrafer, ce sera plus chic. Hein. Ah, maintenant, il faut la mettre plus haut, mais il faut la mettre, c'est génial. Et avec seulement 3 heures pour tout faire. Ça bouffe la veste. Attends. Ça bouffe la veste, à gauche et à droite. À gauche et à droite. Le lendemain matin, à 11h pile, les premiers acheteurs arrivent. Et c'est peu dire qu'à Drouot, habituellement, ils sont moins sensibles que ce matin-là, dans la salle numéro 16. Oh putain. Madame? Oui. Bonjour. Alors, que se passe-t-il? C'est trop. C'est trop fort. Je peux pas. C'est trop quoi? Parce qu'on a connu Claude et ça fait bizarre de voir tous ces objets, quoi. Ah oui, c'est vrai? Oui. C'est trop bizarre. Et vous avez connu Claude François comment? Quand ça? Chez lui, au bureau, à l'appartement. Vous faisiez quoi, lui, pour Claude François? Comment? Vous faisiez quoi, vous? On était fans, on était là tout le temps. Ah ouais. Évidemment, le public d'aujourd'hui tranche avec celui qui arpente les couloirs de Drouot, habituellement. Et vous, monsieur, il y a quelque chose qui vous plaît ici? Non. Non. Je trouve ça drôle, c'est tout. Le mèche de cheveux, non, alors? Non plus que ce fauteuil ou ces vêtements, quoi. C'est pas mal, ce fauteuil. Non, je trouve ça moche. C'est bien un truc à la Claude François, ça. La critique est peut-être facile, mais la critique est surtout un art que l'on peut mettre du temps à maîtriser. Qu'est-ce que vous en dites alors de l'exposition Claude François? Oui, non mais je ne suis pas un passionné de Claude François. Honnêtement, il n'y avait pas des choses extraordinaires. Non, il n'y a pas des choses extraordinaires. Rien m'a vraiment frappé. Non, moi c'est pas moi je ne vais pas raconter mes goûts, mais moi c'est plutôt Maria Callas. on a des mondes différents. C'est bien que tout le monde, que personne n'ait pas les mêmes goûts. Attention, on mettait ses pieds. Il y avait une salle. De son côté, Sébastien Fauvin, le fan de Claude François, est prêt. Il est venu chercher à la gare son meilleur ami, Vincent, arrivé de Belgique exprès pour l'événement. Ça va? Ça va toi? Ouais. Enfin. Et qui aura du mal à repartir les mains vides.
Et alors, c'est quoi votre budget aujourd'hui? Aux alentours des 1000. Aux alentours des 1000. D'accord. Ouais. Votre camarade nous a dit que c'était un peu votre anniversaire. Est-ce que c'est Oui, menti? c'est lundi. C'est lundi. C'est lundi. Tu vas te faire plaisir pour son anniversaire. Bah oui, hein. Si je repars avec quelque chose. Parce que si je repars sans rien, je serais vraiment, vraiment déçu. Hyper déçu, mais bon, on verra. On verra bien. Est-ce que vous avez peur d'être pris par l'euphorie des enchères? Ouais. Ah oui, oui, clairement. C'est quelle salle? Je sais pas. -1, Claude François. Oh bah oui, dis donc. Oh le monde, putain. moi j'y vais là parce que... Oui. Attends. Moi je veux toucher la veste en velours, moi. J'adore. Et celle-là, il a porté... Ah, il n'y a pas la photo. C'est pas celle où il portait quand il chante... Non, c'est pas celle du vagabond, ça? Non, mais non, c'est avec le cœur. Oui, le vagabond. Avec le cœur? Elle est pas si Bordeaux que ça. Mais si, 68, hein, ça. Ah, le vagabond, on s'en fout. Allez-y. On s'intéresse en fait ici exactement à la même chose que dans les autres salles. À l'authenticité, à la rareté et à la valeur esthétique, émotionnelle et monétaire des choses. Celle-là, je la veux, celle-là. C'est ça. Hélas pour son portefeuille, tout plaît à Vincent. Avec néanmoins une préférence pour les vêtements et ses 2 brosses à cheveux qui ont l'avantage d'avoir été en contact avec le chanteur. Ça sera ça ou une chemise. On verra bien. Sébastien, lui, qui a déjà beaucoup de choses chez lui, veut être plus sage que son camarade. Il est venu ici pour le plaisir de voir et de toucher, plus que pour acheter. La vente à 14h. On va vous demander de quitter la salle. À 14h, le commissaire-priseur, maître Couteau-Bégari, est content. La salle est bondée, les médias couvrent largement l'événement. Mais il va tout de même devoir vendre 300 lots. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait plus de curieux que d'acheteurs? Mais bien sûr. Mais c'est normal, c'est toujours comme ça. Il y en a plein qui viennent simplement pour regarder. Ah ça c'est sûr, oui. Il n'y a pas de problème. Il y a plus de personnes que de l'eau, donc il y a forcément des gens qui n'auront rien. Ça, c'est... Tu peux commencer plus bas. Ah ouais, si on sent que, bien sûr. La vente va débuter. Sébastien est d'un côté de l'allée, Julien, le responsable du musée, de l'autre. Quant au dernier moment, le chanteur Jean-Luc Lahaye arrive et vient s'asseoir juste à côté de Sébastien et Vincent, ravis de cette prestigieuse et inattendue proximité. Oh non. Si? Ah bon. Encore un effet de la magie de Drouot, sans doute. Pardon? Je voudrais que vous preniez acheter des chemises. On sait pas, non, pas des chemises, t'as vu, c'est un plus petit calibre que moi quand même. Hein. La vente commence enfin et les néophytes découvrent la rapidité du jeu des enchères. Le certificat de scolarité de Claude François. 400 €, 50, 500, 50, 600, 50, 700. C'est bien vu, 700, c'est vu? Ça juge. Adjugé 700, Internet. 400 € cette mèche de cheveux. Les objets défilent et Vincent se lance pour l'achat d'un lot de 2 pantalons. Sauf qu'il n'est pas le seul ici à avoir cette idée. Ici? 250, 280, 300, 400, 50, 500, 50, 600, 700, 800, 900. Ça juge. C'est Julien du Moulin Musée qui remporte cette enchère. Quand j'ai vu les enchères qui démarraient ce bas, à 1000 €, ça vaut le coup. Quand je vois une veste qui part à 5002 et on a 2 pantalons pour même pas 1000 €, signé Cam de Lucas. Non, ça vaut le coup. La limite de Vincent est de 1000 €. Les brosses. Et les brosses à cheveux de Claude François entrent en scène. Ici. 650. Ici. 700. 800. 1000. 1000 par jeune homme. 1100. 1200. 1300. 1400. 1400. 1400. C'est bien vu dans le à 14 c'est vu. Vincent voulait les brosses ou une chemise. Dernière chance, le lot 44, la chemise body en satin,
estimée 800 à 1000 euros, et pour laquelle Vincent va devoir lutter contre un acheteur au fond de la salle. Ici. 50, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300. 1300, c'est en face. 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 2600, 2600, 2600. Le bourreau de Vincent est un de ses compatriotes. Il a acheté la chemise 2600 euros, plus 25% de frais d'acheteur, soit 3250 euros en tout. Le 44, il faudrait dégrafer le 44. Est-ce que tu peux descendre le mannequin? Voilà, c'est monsieur qui a acheté, qui a son bordereau. Ensuite, ça c'est magasin housse plastique. On serait tenté de dire que cet acheteur a cassé sa tirelire, et en fait, on ne pourrait pas mieux dire. Ça fait des années que j'économise les pièces 50 cents de 1 euro et de 2 euros. Donc ça fait déjà des années que j'économise. J'en avais des paquets lourds, des paquets entiers. Et puis hier, j'ai tout déballé sur la table chez ma mère. Et puis elle m'a donné la contrepartie en billets. Donc, Voilà. Allez, monsieur. Au revoir, bonne journée. Merci beaucoup. Évidemment, ça n'est pas donné. Mais quand on est pris dans le jeu des enchères, difficile de résister. Alors, c'est pas trop cher comme achat? Si. Tout est très cher ici. C'est le prix à payer pour avoir quelque chose que Claude a porté. Il y a eu beaucoup de gens qui ont enchéri cette chemise et je dis il faut que je la gagne. Je dis que Claude aide moi, je dis. Ah bon? Ouais, il vous a aidé alors? Je crois. Je pense. Voilà. À l'intérieur, dans la salle numéro 16, les enchères continuent. Vincent, qui avait un budget de 1000 euros et qui avait trouvé les brosses trop chères à 1300, a finalement acheté 1800 euros un peignoir, le lot 181. Julien, le propriétaire du moulin-musée, a raflé une vingtaine de lots pour 20 000 euros en tout. Mais il a trouvé plus fort que lui pour la montre, 18 000. qu'il a laissé partir à 19 000 euros. 19 000. La mort dans l'âme. 19 000, c'est là. 19 000. C'est bien vu. Quant à Sébastien, il a réussi à se mettre en relation avec son voisin chanteur pour lui vendre un magazine Podium de 1976 où le jeune Jean-Luc Lahaye, 16 ans à l'époque, posait dans des romans photos et qu'il recherche depuis des années. À la fin de la vente, tout le monde est content. Et Olivier Couteau-Bégary, qui a réussi à vendre pour 213 600 euros, aussi. Internet. Voilà, c'est terminé. Mesdames et messieurs, nous vous remercions. C'est sportif. Comment est-ce que vous avez trouvé cette vente alors? Très bien. Épuisante, mais très bien. Et la semaine prochaine, vous vendez quoi alors? La semaine prochaine, c'est du mobilier. Du mobilier très classique, des tableaux anciens, quelques tableaux modernes. Quelle époque? Du XVIIIe siècle, pour la grande majorité. Et la cravate, vous l'avez choisie exprès? La cravate, oui, je me suis dit que c'était assorti au mur. Pour s'approcher encore plus au cœur de ce fascinant hôtel des ventes, nous allons paradoxalement nous en éloigner. La dernière étape de notre périple nous conduit à Montmartre, où il y a un autre Drouot, un Drouot populaire, où l'on vend des meubles ordinaires. On y est venu au départ, car Maître Cheval, l'homme au scooter jaune, ici en veste verte, voulait nous montrer combien le jeu des enchères est avant tout une histoire de tempo. Adjugé 40, Et que le but des commissaires-priseurs est toujours 30 euros. Monsieur, c'est pour le réfrigérateur. de faire entrer les acheteurs dans leur danse. Marie-Rogette Juge. 10, c'est moi. 15, c'est vous.
Eh ben 20, voilà. c'est pris devant moi. Allez, 10. Attention, ça vaut mieux, là. On est dans Renoir, on est dans Adjugé Bateau. 15. Le seul, celui-là, ce grand. Du même vendeur. 10. 10, 15 à ma gauche, pour autant en chair de 15. 20 €, c'est monsieur à la moustache. On en était à se laisser bercer par cette charmante chorégraphie commerciale, quand on a repensé que derrière tous ces objets proposés à la vente, il y avait des gens qui les vendaient. Des gens qui avaient possédé ces vases, ces cendriers en verre et ces fauteuils en cuir façon club. Peut-être même que certains vendeurs étaient là, silencieux, épiant les autres qui s'imaginaient déjà nouveaux propriétaires des objets qu'ils avaient toujours connus. Des anonymes qui donnent une valeur marchande à leur quotidien, un prix à leurs souvenirs. Et c'est ainsi que nous avons rencontré monsieur et madame Jaoui. Madame Jaoui venait tout juste d'hériter des meubles de sa mère. Alors qu'est-ce qu'il y a en tout en fait ici à vous? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ça, Chesterfield, couturière, Nubien, beaucoup d'objets de décoration. Et alors ça fait quoi de voir ces meubles vendus de cette façon-là? C'est embêtant ou c'est pas du tout? Ouais, j'avoue que c'est un peu choquant. C'est ça, exactement. Elle a connu ce meuble. Beaucoup de chagrin. Ah oui, c'est vrai? Affectif, oui. C'était la commode de ma mère. Pour couvrir les frais de transport et les commissions des commissaires-priseurs, monsieur et madame Jaoui doivent vendre pour 2 000 € en tout. Et le moment fatidique arrive, tout le monde s'approche des meubles de monsieur et madame Jaoui. Maître cheval, 2 guéridons et une table basse. 5 €. Tant pis. C'est pris à 5. 10. 10. Allez, tant pis. 15 à ma droite. Tant pis. 15, j'adjuge. 15. 15. 20. 20 € nous sommes. 20, j'adjuge. Allez, Charlotte. Adjugé 20. Je pense que les prix sont cassés. Ah ouais. Sont cassés. C'est le jeu. C'est le jeu. Alors, je rectifie. On vend seul du même vendeur une commode à 3 tiroirs. Allez, 50 €. 130, 150. Ah, 140. Même si monsieur et madame Jaoui ont aussi des bijoux qui seront vendus un peu plus tard dans le grand bâtiment de Drouot, la vente ici se termine, c'est l'heure des comptes. Voilà ce que tu as gagné avec que des meubles. Bon, c'est bien. Tout, c'est bien. Ça fait combien en tout? 1115 €. Messieurs, nous vous remercions. Bon, bah c'est fait. Tout a été présenté? Tout a été présenté, tout a été vendu. Un commissaire-priseur est donc nécessairement entre deux feux. Il doit faire passer un objet d'une personne à une autre avec tact, sans jamais oublier ce que tout le monde vient chercher ici, de l'espoir. Grosso modo, on est à peu près à ce qu'on avait dit. Oui, on doit être à ce qu'on avait dit, mais ça va se jouer sur les bijoux fantaisie le 3 juin. C'est ça, je pense. C'est là où ça va décoller. C'est ça, je pense. Là, ça ne peut pas décoller. C'était de la marchandise moderne. Vous en faites pas. N'hésitez pas à nous appeler demain pour dire à tout ça. Ainsi va la vie à l'hôtel Drouot. Une vente chasse l'autre et, naturellement, Maître Cheval n'aura aucun mal à vendre sous le regard des connaisseurs 5000. ses tableaux horloges. Allez, bravo, monsieur. Dans la salle d'à côté, Maître Philippe Ancelin a gagné. Il tient enfin le marteau. Il a réussi à réunir suffisamment d'objets pour organiser une vente et traverser la rue, enfin. J'adjuge. De leur côté, Maître Agut continue de vendre des objets très anciens. Maître Couteau-Bégari prépare son prochain catalogue. Et Maître Milon rebondit. Il est le premier aujourd'hui à organiser une vente de jeux vidéo qui deviendront à leur tour, il en est sûr, des objets de collection. Sa vente est un succès. Maître Milon retrouve le sourire et son clair pélage de cognac aussi. Demain, Jean-Pierre, Romain et Pascal reviendront à Drouot pour encore aiguiser leur jugement. Et dans le sous-sol de l'hôtel des ventes, d'autres objets attendent déjà leur tour. On a donc bien fait de faire semblant de s'intéresser aux objets pour mieux s'intéresser aux gens, puisque derrière chaque objet, il y a une histoire.
et peut-être même que les objets, finalement, sont vivants.